Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job comme chaque jour du lundi au vendredi en direct. Émission emploi RH de Bismart avec vos rubriques habituelles. Vous les connaissez, ces rubriques bien dans son job. On parle de l'engagement des collaborateurs, c'est important avec le MBO, non pas le LBO mais le MBO, le Management Buyout, c'est-à-dire le rachat de l'entreprise par ses salariés ou ses dirigeants. Eh bien, on en parle avec quelqu'un qui est bien en plein dedans, qui a vécu cette expérience. Elle nous la fera partager dans quelques instants. Smart et Réglo, qui est notre focus juridique chaque jour sur aujourd'hui le harcèlement moral. Les choses ont évolué à travers la Cour de cassation. Que dit la loi? Éclairage avec maître Nathalie Attias, c'est dans quelques instants. Et puis notre Rex du mois, il n'y aura pas de pause café aujourd'hui. Un retour d'expérience avec Frédéric Fougeral, directeur de la communication Foncia, directeur RSE. Et on parle de l'entreprise inclusive. Est-ce que c'est un atout justement pour l'entreprise au-delà des polémiques sur l'écriture inclusive? On fera le point avec lui. Et puis notre débat aujourd'hui, eh bien, on va revenir avec Yves Verrier, le secrétaire général de FO. Et bien sûr, cette crise, la crise économique, mais aussi la stratégie de vaccination. Ce sera évidemment dans quelques instants. Et puis Fenêtre sur l'emploi, un cabinet de recrutement spécialisé justement dans la tech, parce qu'eux-mêmes viennent de la tech, ce sont des ingénieurs. On fera le point avec eux, ce sont des secteurs qui recrutent énormément. On en parlera avec eux à la fin de notre émission. D'abord, bien dans son job évidemment, et on parle de la MBO. Qu'est-ce que c'est que la MBO ? Bien dans son job, j'ai envie de dire bien dans son job avec la MBO. Alors c'était peut-être un mot barbare, mais vous avez entendu parler du leverage buyout. Là, il s'avère que le MBO, c'est le management buyout, c'est la possibilité, le droit même d'ailleurs, de pouvoir, pour des salariés ou des chefs d'entreprise, de racheter une entreprise, des dirigeants, et qu'ils rachètent eux-mêmes leur entreprise. Ce qui a été votre aventure, Valérie Mellul, parce que vous êtes la présidente de Nexity Conseil et Transactions. Alors évidemment, quand je vous présente, on se dit, Nexity, évidemment, grand groupe leader de la promotion immobilière. Et vous êtes entré dans un processus, vous étiez dans le groupe Nexity, pour que les choses soient bien dites et très claires. Et puis un jour, pour le dire simplement, c'est un processus lent, j'imagine, évolutif, vous vous êtes retrouvé dans le bureau du grand patron, Alain Dinin, et vous avez évoqué avec lui, très concrètement, cette possibilité de créer un MBO. D'abord, est-ce que vous avez utilisé ce langage, le mot MBO, en disant au patron, j'aimerais avancer sur un MBO? Ça s'est passé comme ça? Oui, alors c'est encore mieux que ça, parce que j'ai évoqué l'avenir de la filiale que je dirigeais, Nexity Conseil et Transactions, depuis quelques années. C'est du tertiaire, c'est des bureaux, conseil et immobilier d'entreprise. Donc on aide des investisseurs ou des entreprises à acheter, vendre ou louer des bureaux ou de la logistique. C'est important de le dire, vous n'êtes pas dans le dur Nexity qui fabrique, qui est la promotion, qui crée des immeubles et qui loge des gens. Alors je vais me permettre de dire, parce que j'étais très fière de travailler chez Nexity et avec et pour Alain Dinin. Donc le groupe Nexity, c'est bien sûr de la promotion tertiaire, c'est aussi des services immobiliers. Il se trouve que nous, on était chez Nexity, je dirais, une filiale de niche du conseil de l'immobilier tertiaire en France, sans être le leader du marché. Ce qui est intéressant dans notre échange, c'est que vous avez été, je crois, la DRH du groupe, donc vous avez une connaissance parfaite de l'entreprise. Vous auriez pu, j'allais dire, tranquillement poursuivre votre carrière dans ce groupe. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un dirigeant d'entreprise, en tout cas un cadre dirigeant, décide de franchir le pas et de créer une petite île qui va comme ça devenir indépendante? C'est quoi ce désir? Alors, d'abord, c'est un désir personnel. La tranquillité n'est pas tout à fait ce qui représente ma vie, je crois. Oui, c'est ça. Je suis d'abord une femme libre et j'ai besoin d'être utile. Alors, ça a l'air stupide, mais... Vous cherchez du sens, quoi. Oui, du sens à 47 ans, de me dire, est-ce que dans les 15 ans ou 20 ans j'allais encore être une DRH? Oui, je n'en avais pas envie. J'avais envie d'autre chose et les clients me manquaient, puisque j'avais eu le plaisir... Retour au contact. Voilà, les clients, les affaires et surtout... Mon parcours de DRH, je pensais qu'il pouvait être utile dans un autre prisme. Il y avait cette filiale qui allait pas très bien à l'époque, il y a 5 ans, il y a plus de 5-6 ans. Elle s'appelait Keops. Elle finissait un parcours et un cycle. Et j'ai proposé à Alain, en tout cas en échange, mais j'appelais ça nos conversations. Alain Dinin, c'est aussi un président directeur général, pas comme les autres. C'est vrai. Voilà, c'est une personnalité incroyable. Oui, et puis quelqu'un qui est à l'écoute des gens,
et pas seulement... La promenade du champ de Mars, quoi. Vous échangiez... Alors, dans son bureau. Dans son bureau. Peut-être. Mais j'avais la chance et le luxe de pouvoir échanger non seulement sur la stratégie de Nexity, mais sur des parcours individuels. Et il vous dit banco ? Il me propose de prendre cette direction générale et de transformer le parcours de cette société. On la transforme en société de conseil et d'intégration, et de transactions immobilières. Et puis, au bout de quelques années, quelqu'un fait une offre pour la racheter. Parce que c'est ça l'histoire au départ. Et je ne crois pas à ce projet. Et je le dis à Alain Dinin, mais je lui dis rencontrez-les, vous verrez qu'ils n'ont pas de projet pour les hommes. Ils ont peut-être un projet pour eux, mais pas pour les hommes. Pas pour les hommes de l'entreprise. De l'entreprise qu'on a remontée et sûr. transformée. Et pour Alain Dinin, ça veut dire quelque chose, dans son parcours aussi personnel. Donc, et dans le mien. Et je lui dis, on ne va pas en rester là. Je ne peux pas attendre que quelqu'un décide de notre destin. Et si au fond, c'est là où ça bascule, bien sûr. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de reprendre la boîte. Peut-être que ça serait arrivé. Mais en tout cas, ça accélère le processus. Exactement. Et à ce moment-là, vous engagez très concrètement. Et Alain Dinin me dit, mais Valérie, vous parlez d'un MBO. Je lui dis, écoutez, laissez-moi regarder ce que c'est, mieux. Oui, parce que c'est assez technique. Hein. Je travaille dessus. Et je reviens vers lui en disant, j'irai si et seulement si. C'est un projet collectif. Oui, c'est ça. Donc c'est pas le rachat par Valérie Mélule. C'est toute l'équipe. J'ai des convictions fortes en RH. Et donc c'était avec l'ensemble du management, quel que soit le niveau de management et quelle que soit leur ancienneté, leur jeunesse. Avant de rentrer un peu dans la technique, c'est intéressant de savoir comment on organise un MBO. Nexity, parce que je vous ai présenté sous ce titre, que vous avez toujours, présidente de Nexity Conseil Transactions. Mais vous me disiez, là, en préparant l'émission, que de toute façon, vous alliez aussi changer de nom. C'est-à-dire que tout doucement, il y a une émancipation jusqu'à la disparition même de Nexity. Oui, enfin, disparition, pas dans notre histoire. Non, mais dans la marque. Bien sûr. Voilà. Il faut assumer à un moment donné ce qu'on fait. Et ce que j'ai aimé dans cette transition, c'est que justement, c'était pas une révolution. C'est très doux. C'est du velours. À des gens qui ont fait la transformation de l'entreprise, est-ce que vous voulez en prendre le destin et la conduite ? Est-ce que vous voulez choisir... Ils ont dû vous regarder avec des yeux en disant, mais Valérie... Je vais vous dire, le truc qui m'a surpris le plus, c'est la rapidité à laquelle ils m'ont dit oui. Parce que j'avais préparé... Vous réunissez l'équipe Non, j'ai réuni d'abord un par un... Ah d'accord, pour leur exposer le... Parce que c'est des décisions personnelles. Bien sûr. Et je leur ai dit, je comprendrais que tu me répondes... Quand vous dites personnel, pour qu'on soit bien d'accord, qui sont engageantes financièrement, parce que vous leur dites, vous allez devenir patron, c'est-à-dire que vous allez engager des fonds, une partie... Et vous aurez une partie du capital. Et donc, oui, il faut l'acheter. Oui, et puis pas que ça. C'est pas que ça. Quand on devient associé, on a des droits et devoirs supplémentaires. Bien sûr. Vis-à-vis aussi de tous les autres. Et on l'a bien vu pendant cette période un peu tourmentée. Ce MBO, aujourd'hui, vous avez combien, je dirais, dans l'équipe que vous avez créée, combien de personnes sont au capital de l'entreprise après cette aventure de MBO ? Parce qu'elle a été concrète, ça a démarré en 2018 et là maintenant, ça y est... On l'a signé en 2019. Vous avez raison, on a mis à peu près 1 an pour le monter. Et donc, on l'a signé en mars 2019. Oui, maintenant, on a 85%, plus de 85% du capital. Et donc, 21 salariés managers sont devenus... propriétaire de cette entreprise. Valérie Mélule, vous êtes à la télévision, c'est compliqué, mais vous avez 21 collaborateurs qui étaient auparavant des salariés de l'entreprise, qui aujourd'hui sont devenus des associés. Est-ce que vous, la DRH, qui avait un regard aussi, vous avez senti une transformation ? Oui. Oui. Alors, je vais vous dire... d'implication, j'ai envie de dire même. Il n'y a pas de magie, d'accord ? Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas un jour avec et un jour sans. Mais c'était aussi mon rôle. J'ai eu un rôle différent, là. Pédagogique, d'accompagnement, en disant, c'était quoi cette transformation ? Oui, bien sûr. Il faut le devenir. On n'est pas un soir ou un matin différent. Ouais, c'est pas jour nuit. Non. Voilà, on se transforme. En revanche, et pendant la période qu'on vient de passer, qui était une période sport quand même, ça s'appelle une tempête, on va l'appeler comme ça. C'était intéressant de voir la réaction des marins et de ceux qui... Est-ce qu'ils ont pris les voiles, est-ce qu'ils ont... Ils ont compris qu'ils étaient les capitaines du bateau, quoi. Et qu'ils avaient un devoir sur les autres. Bien sûr, bien sûr. Vous en tirez quoi et les perspectives, c'est quoi ? Parce que je l'évoquais, Nexity est toujours actionnaire, je crois, Encore, oui. Encore. Un jour, il ne le sera peut-être plus ? Peut-être plus. C'est une hypothèse qu'on regardera régulièrement. L'idée, c'est aussi d'ouvrir le capital un peu plus loin que simplement le niveau managérial. Donc, on aimerait aussi... que des collaborateurs chez nous
se disent qu'ils ont des perspectives. C'est aussi la taille de notre entreprise qui le permet et les spectres d'évolution qui fait qu'on peut créer son job et puis imaginer son périmètre de développement. Moi, j'ai l'habitude de dire, proposez-moi. Mais avant de nous quitter, vous êtes quand même toujours un peu tatoué Nexity. On sait que vous venez de chez Nexity. Quand vous présentez à NTC, vous leur dites, attendez, NCT, Pour certains, pour d'autres, non. C'est NCT, hein, Nexity Conseil et Transactions, ça devient NCT. NCT, ça s'appellera comment, vous avez le nouveau nom? NCT. NCT. Comme ça, vous ne changez pas vraiment la marque, mais le N, c'est plus Nexity. C'est nous. C'est nous. Nous, transactions, conseil et transactions. Et vous s'appellera Nous, Conseil et Transactions. On s'appellera NCT. Et avant de nous quitter, vous y avez trouvé votre compte, vous, personnellement, oui. Dans cette aventure? C'est un bouleversement intéressant à titre individuel et professionnel, personnel et professionnel. C'est un autre regard, un autre rôle. C'est le retour aussi devant des clients. C'est de discuter avec des PDG et des directions, là, pendant cette tempête, sur ce qu'allait devenir leur entreprise et donc ce qu'allait devenir leur bureau. C'est de mon parcours de DRH. Et puis autre chose, et toujours de faire évoluer des gens, de voir à quel point certains ont grandi, sont transformés. C'est une vraie fierté. Ouais. C'est une vraie fierté. Vous êtes heureuse, en tout cas, Valérie Mellul, de cette aventure. C'est intéressant de nous l'avoir raconté dans le détail. Présidente de Nexity Conseil Transactions, mais plus pour très longtemps. En tout cas, NCT, voilà, vous y tenez. NCT, présidente d'NCT, avec l'explication très concrète d'un MBO, Management by Out. Merci d'être venu sur notre plateau. La suite de notre rubrique, c'est Smart et Réglo. C'est un focus juridique. Aujourd'hui, on parle du harcèlement moral. On va faire un point très précis parce que la loi a évolué sur ce sujet dont on parle beaucoup dans les médias. C'est tout de suite. Smart et Réglo, focus juridique chaque jour avec un avocat au sens de son titre, des femmes et des hommes qui viennent sur ce plateau nous éclairer précisément. Aujourd'hui, avec Nathalie Attias, bonjour. Ravie de vous accueillir, avocate présidente fondatrice de mesaccordscollectifs.com. Vous étiez déjà venue sur notre plateau. On va parler du harcèlement moral. D'abord, on va revenir sur l'évolution du droit, parce que la Cour de cassation, il y a des choses qui ont évolué, mais dans ce rapport un peu particulier du harcèlement moral, certains considèrent, dans le contexte du télétravail, qu'ils ont été victimes de harcèlement moral parce qu'on l'évoque beaucoup sur ce plateau, leur manager a fait trop d'entrisme, a été trop exigeant. Est-ce que ça peut provoquer, est-ce que ça peut justifier le terme harcèlement moral, ça ? Alors, d'abord, le harcèlement moral, il faut savoir que c'est une problématique qu'on rencontre de plus en plus souvent dans les dossiers. Moi, j'interviens surtout en défense. En droit du travail, dans les contentieux. À chaque fois, le salarié sort le harcèlement moral. Quasiment. Si ce n'est pas le harcèlement moral, c'est au moins une notion qui est très attachée, qui est le manquement à l'obligation de sécurité santé à laquelle est tenu l'employeur. Et donc, mais le harcèlement moral, moi, je considère que c'est plus problématique à développer quand on est en demande. Ou sexuel d'ailleurs, parce qu'il y a aussi... Pareil, c'est la même chose. Ça reste dans la même... Exactement, c'est la même chose. En tout cas, dans les critères légaux, qui sont, vous le savez, c'est le critère de la répétitivité. Il faut qu'il y ait un ou plusieurs agissements qui soient de nature à caractériser justement ce caractère de répétitivité. Prouvable, hein, maître. Alors on va y venir, c'est justement le problème, le vrai enjeu. Il faut que ce soit un comportement donc répétitif et qui porte atteinte à l'intégrité du salarié et qui a évidemment une conséquence sur l'état de santé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on le voit de plus en plus, encore plus depuis 2017 ? Parce que nous avons les barèmes Macron. C'est ça. Et vous savez que les barèmes Macron aujourd'hui, donc c'est un plafond qui est prévu pour l'indemnisation des salariés, qui était très exigé par les organisations patronales. C'était érigé comme une espèce de totem et une espèce de chantage. Si vous ne baissez pas si vous ne plafonnez pas les indemnités, nous on va arrêter de recruter. Donc ça a été en fait le deal. Qui était un argument contraire de dire je ne peux pas me séparer d'un collaborateur aussi, qui était l'autre argument. Exactement. Voilà, j'embauche, mais je ne peux pas m'en séparer. Voilà, c'était ça le sujet. C'était ça. C'est-à-dire moi je veux bien embaucher, mais à la condition d'être certain que je puisse me séparer de lui si jamais ça va pas. Il y a un effet pervers en fait de la barémisation. Alors l'effet pervers de la barémisation, c'est justement qu'on a vu se développer grâce à l'imagination des plaideurs. Faut pas se leurrer. Oui. On a vu se développer des fondements juridiques et des demandes dans lesquelles la barémisation n'était pas applicable. C'est donc le harcèlement moral, en fait tous les sujets liés qui entraînent la nullité d'un licenciement ne sont pas soumis à barème. Donc c'est ça, c'est discrimination. C'est évidemment toutes les demandes liées à l'exécution du contrat de travail et aussi les pertes de chance, les disparités de traitement, etc. Et alors,
un autre sujet qui est un autre, on pourra en parler un autre jour, mais les heures supplémentaires, qui est vraiment le gros sujet dans les dossiers, notamment de cadres, avec les histoires de forfait. Au forfait, mais bien sûr, mais évidemment. On signe son contrat au forfait, et puis parfois ça bug. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, les employeurs font des forfaits jours, mais après, ils ne font pas le contrôle de la charge de travail du collaborateur, et s'il n'y a pas ce contrôle de la charge du travail, c'est le forfait jour ne tient pas. Je ne veux pas vous tirer le pain de la bouche, mais j'ai vu que la Cour de cassation, hier ou avant-hier, avait pris une décision qui fera jurisprudence sur justement un salarié qui ne veut plus rembourser le trop perçu qu'il avait reçu, justement, lié à des heures supplémentaires. Ah oui, alors bon, enfin, en général, c'est plutôt l'inverse qu'on voit. Voilà, en l'occurrence, c'était le salarié qui ne veut plus rembourser. Voilà, bon, bah, écoutez, et là, sur le harcèlement moral, vous dites, on l'utilise comme un levier de pression, même si ce n'est pas vrai. C'est ça qui est terrible. Mais c'est malheureusement... Il faut le dire cash. Mais oui, on peut dire la vérité. C'est souvent le cas. C'est-à-dire qu'on invoque, on sort l'arme de destruction massive pour essayer de parvenir à une négociation. Maître, on est entre nous. Oui. Un avocat reçoit son client et lui dit, bon, écoutez, le dossier, ça peut passer, c'est compliqué. On va rajouter le harcèlement moral, ça se passe comme ça ? Ah mais c'est même pas le client qui le dit, c'est l'avocat. D'accord. C'est l'avocat qui le suggère, en tout cas qui oriente systématiquement la problématique sur le... j'ai envie de dire, c'est un peu le rôle de l'avocat aussi, de trouver tous les moyens de droit qui vont permettre à son client de pouvoir obtenir la meilleure indemnisation possible. Alors évidemment, après, c'est une question de preuve, parce que, on y arrive. Si vous voulez, la force... On peut le dire. Voilà, la menace, c'est comme aux échecs, hein, si vous voulez, la menace parfois est plus terrifiante que le jeu lui-même. Et donc sur ce coup-là, au début on tente, quand on a un employeur qui n'est pas sûr de lui, qui est un petit peu fragile, il va céder à la menace. C'est terrible ce que vous dites, voilà. En fonction de la personnalité de l'employeur. Et de l'avocat. Moi, je sais que personnellement, je ne cède jamais à la menace. Vous avez des confrères qui vous disent, écoutez, ma cliente, clairement, mais bien sûr. Et vous lui dites, écoutez, d'abord, il faut le prouver, j'imagine. Non, mais attendez, moi j'ai eu un dossier où j'ai un salarié j'étais en défense pour une entreprise, un gros groupe, où le salarié avait 2 ans d'ancienneté, et son avocat m'a dit, si vous ne me... Mais textuellement, si vous ne me donnez pas 10 ans de salaire, 10 ans de salaire... Je vous mets du harcèlement. Non mais, la machine médiatique est prête à être activée textuellement. Moi, je lui ai dit, vous savez quoi ? Même pas peur, allez-y. Allez-y. Vous savez, moi, ça m'est égal. Hein. J'ai 3000 collaborateurs. Si j'ai un sujet de harcèlement moral, vous pouvez y aller. Et, évidemment, au final au final, elle a perdu. Au final, on a été jusqu'au bout. Donc ça veut dire que c'est une mauvaise utilisation et ça dénature même ceux qui ont des vrais cas de harcèlement moral. Donc c'est pour ça, vous savez plus si c'est vrai ou si c'est faux. Donc si vous voulez, c'est pour ça qu'après, la personnalité d'avocat, bien sûr, joue. Mais ensuite, il faut aussi avoir des éléments pour pouvoir aller plus loin. Sinon, on perd son crédit. Et moi, je ne supporte pas de pouvoir perdre mon crédit vis-à-vis ou d'un confrère, ou même de la juridiction derrière. Parce que ça ne sert à rien d'aller réclamer 1 million d'euros de dommages et intérêts sur plusieurs chefs de demande si, in fine, on n'est pas capable de pouvoir apporter la preuve de l'un d'eux. Donc il vaut mieux être crédible et aller avec des sujets importants. Donc le vrai problème, justement, du harcèlement moral, c'est quoi ? C'est la preuve. Et, très dur à prouver, d'ailleurs. C'est très, très difficile. Il y a beaucoup de subjectivité. C'est pour ça que moi, je veux insister aujourd'hui sur un point qui a probablement échappé à énormément d'entreprises. Moi, je sais que quand cette jurisprudence est arrivée, donc on se parle d'une jurisprudence qui est arrivée le 25 novembre 2020 de la Cour de cassation, c'est celle-là. J'ai fait une note à l'ensemble de mes clients pour leur dire faites très attention. Si vous voulez, jusqu'au 25 novembre 2020, la Cour de cassation avait une jurisprudence qui était très claire, c'était qu'on ne pouvait pas produire au débat des preuves qui avaient été obtenues de manière illicite. Illicite, c'est quoi ? C'est utilisation de procédés déloyaux pour obtenir une preuve. Alors, par exemple. Typiquement, l'exemple, c'est les enregistrements. On ouvre le téléphone. Voilà, les enregistrements de conversations à l'insu de l'interlocuteur. Mais il n'y a pas que ça, en vérité. Si on va plus loin, une entreprise est victime de concurrence déloyale. Elle va utiliser un détective privé. Au prud'homme, c'est compliqué parfois de faire admettre un rapport de détective privé parce qu'on est sur une atteinte de la vie privée de la personne. C'est, par exemple, sur des sujets de disparité de traitement. Un salarié vient apporter des bulletins de paye d'autres salariés qu'il a récupérés de collègues ou de manière déloyale. S'il les a connus dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, j'ai envie de dire, à la rigueur, pourquoi pas. Mais voilà. Comment donc, les a-t-il récupérés ? Les déclinaisons sont très très importantes. Donc la Cour de casse autorise finalement, tout est permis. Oui, mais attendez, sur les enregistrements, vraiment, je sais que nous avons des entrepreneurs en face de nous. Moi, je sais que quand j'ai mes clients, je leur demande je parle des dossiers importants, je leur demande de faire les entretiens préalables de licenciement avec téléphone éteint et sur la table. Carrément. Bien sûr. Ou alors, à l'entrée, vous posez le téléphone et vous le mettez dans une boîte. Sans être aussi catégorique, au moins téléphone éteint. Ça va jusque-là.
Bien sûr, moi aujourd'hui, je demande à mes clients sur des dossiers sensibles parce que c'est ensuite le salarié peut utiliser. Je parle des entretiens où le salarié n'est pas assisté, hein, Oui, parce que s'il est assisté, il y a un témoin. Là, c'est très différent. Mais c'est l'entretien annuel, c'est l'entretien professionnel. Sur le harcèlement moral, c'est typiquement le sujet sur lequel on s'expose à des enregistrements clandestins. Et donc depuis le 25 novembre 2020, vous dites avant de nous quitter, se faire piéger. Bien sûr. On peut se faire piéger. Mais évidemment. Donc attention. Évidemment. Et donc la Cour de cassation maintenant depuis le 25 novembre 2020 dit ce n'est pas forcément on ne doit pas forcément rejeter des débats les modes de preuve utilisés même illégalement, de manière illicite. Là en l'occurrence c'était des enregistrements qui avaient été faits qui n'avaient pas été déclarés à la CNIL. Bon, donc si vous voulez ancienne version. Donc là, maintenant, elle dit, ce n'est plus forcément, on ne doit plus forcément les rejeter des débats, et il faut simplement que vous recherchiez la proportionnalité. Est-ce que le sujet qui est invoqué par le salarié, l'atteinte à la vie privée, est proportionnel au droit à la preuve de l'employeur? Ce qui était le débat qu'il y a eu en pénal, voilà, exactement. Mais qui était le débat sur cet enregistrement téléphonique et sa véracité et la manière dont il a été récupéré. Voilà. Merci. Donc moi, ce que je dis, c'est vraiment prudence à toutes les entreprises qui nous regardent. Faites très attention aux enregistrements clandestins. Merci Nathalie Attias d'être venue nous éclairer sur ce point très intéressant parce qu'on parle beaucoup de ce harcèlement moral sur ce plateau au sens positif pour accompagner des salariés. Oui. Il y a évidemment Mais il peut y avoir des abus, énormément d'abus. L'envers du décor de ce harcèlement moral. Merci d'être venu, à très bientôt, j'en suis sûr. Tout de suite, c'est notre Rex du mois. Il n'y a pas de pause café aujourd'hui avec Fanny Gressmer. C'est Frédéric Fougera qui nous rejoint. C'est le Rex du mois, le retour d'expérience avec Frédéric. Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Le Rex du mois, une fois par mois, Frédéric Fougera vient nous rendre une petite visite. On est très heureux de l'accueillir, évidemment. Frédéric, directeur de la communication et de la RSE dans le groupe Foncia. Un retour d'expérience, c'est une expérience aussi qui vous a traversé. J'ai lu d'ailleurs dans Focus RH que vous aviez fait un papier « Arrêtons d'être cons », je crois que c'est le titre. Vous avez tapé très fort sur cette question de l'inclusivité. Être inclusif pour mieux recruter, est-ce qu'être inclusif, Frédéric, c'est important pour l'image de l'employeur? Vous avez vu, je mets tout de suite de côté la polémique sur l'écriture inclusive qui a fait couler de l'encre pendant des mois et des mois. On peut revenir sur l'écriture inclusive. Oui, parce que celle-là, c'est la polémique, c'est le sujet de polémique. Alors, pour répondre à votre première question, oui, c'est très important pour l'image employeur, tout simplement parce que ça permet de montrer ce qu'est l'entreprise, et donc ça lui permet de recruter le plus largement possible. Et le recrutement, c'est peut-être une des choses les plus difficiles dans l'entreprise. Donc, savoir recruter et ne pas exclure les talents potentiels, c'est très important. Mais attention, vous parlez d'écriture inclusive. L'inclusivité, ce n'est pas que de la communication, c'est d'abord des politiques RH, c'est d'abord de la culture managériale, et ensuite c'est aussi de la communication, parce qu'il faut savoir valoriser tout cela, mais c'est certainement pas qu'une question de communication. C'est important quand on parle d'image employeur de ne pas réduire un sujet à seulement de la communication. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre tribune et que vous allez nous dire, parce que quand on parle d'inclusivité ou d'inclusif, on associe tout de suite à l'écriture inclusive. C'est pas que ça. Mais pas du tout, c'est pas du tout parce que ça a beaucoup agacé, il faut mettre un petit point, il faut mettre un E, on ne savait pas comment ça marchait, on n'y comprenait pas grand-chose. Donc oui, l'inclusivité, ça passe notamment par l'écriture inclusive, mais qui n'est qu'un des nombreux éléments qui participent à l'inclusivité. Mais puisque vous me titillez sur l'écriture inclusive... C'est compliqué quand même. Ben non, en fait, c'est pas du tout compliqué. Vous maîtrisez. C'est compliqué uniquement si on a envie d'en faire un sujet polémique. Alors c'est vrai qu'on est dans le pays de la politique où tout est polémique et où on aime débattre. Mais ce qui est compliqué, ce qui concentre l'essentiel des critiques, c'est ce qu'on appelle le point milieu ou le point médian. C'est effectivement heurtant, c'est effectivement difficile à lire et c'est surtout jamais indispensable. C'est jamais nécessaire. C'est ça, oui, on pas peut d'obligation. parfaitement se passer du point milieu ou du point médian. On est d'accord. D'ailleurs, ce n'est même pas si inclusif que ça, puisque c'est indéchiffrable par les lecteurs d'écran. Donc finalement, en cherchant à lutter contre une discrimination, on en crée une nouvelle pour les personnes qui sont malvoyantes. Ouais. Donc la bonne écriture inclusive, c'est une écriture qui est simplement courtoise, qui respecte les gens et qui surtout est invisible et transparente. Au lieu de s'adresser, je ne vais pas m'adresser à mes collaborateurs pointrice. Je vais m'adresser à mes collaborateurs, à mes collaboratrices. Donc ça, on est inclusif quand on fait inclusif. Ça. D'accord. Je vais utiliser c'est du bon sens, quoi. Tout simplement, je vais m'adresser à mes équipes. Du coup, j'utilise un terme épicène. Et en fait, je rédige, j'écris ou je m'exprime de façon inclusive, en toute transparence, sans que personne n'ait le sentiment que je cherche à lui imposer quelque chose. Parce que
Le mot inclusif, quelque part, c'est comme tous ces mots à la mode, on les utilise de façon abusive et finalement on a l'impression qu'on cherche à vous imposer quelque chose et ça suscite le rejet. Alors en fait, parlons juste d'écriture courtoise ou respectueuse et puis comme ça l'entreprise peut se montrer inclusive. C'est bien, il faut redescendre un peu la pression sur ce sujet, Frédéric, c'est intéressant parce que c'est monté très très haut ce sujet, c'est allé jusqu'au ministre de l'Éducation nationale, enfin tout le monde en a débattu, ça peut aller très très haut. C'est pour ça que je dis qu'il faut arrêter d'être con avec l'écriture inclusive. Oui, parce que c'est à lire le papier dans le détail, dans Focus RH, c'est un papier très, très détaillé sur ce sujet justement. Qu'est-ce que gagne l'entreprise finalement? De l'image employeur, ça lui apporte quoi ça? Ça lui montre que ça montre du point de vue de l'extérieur et donc à tous les talents qu'elle veut recruter que tout le monde est le bienvenu et que donc quelque part ça montre ses politiques RH, j'en parlais tout à l'heure, sa culture managériale. On n'est pas une entreprise excluante, on va à la rencontre de la diversité, on respecte les gens quels qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes. Voilà, l'entreprise elle doit être inclusive parce qu'elle en a besoin, hein, c'est pas un effet de mode c'est vraiment une question de business. L'entreprise elle doit recruter un maximum de personnes de talent et de diversité. Le plus donc il faut qu'elle le montre et il faut aussi qu'elle le prouve. Qu'elle le prouve et il faut aussi qu'elle montre qu'ils sont les bienvenus et qu'elle le prouve parce que si c'est pas la réalité de votre politique, alors aussi ça va se savoir et là ça va être très mauvais pour votre image employeur. Merci Frédéric Fougera d'avoir fait un tout petit peu redescendre la pression autour de ce mot inclusif. Je rappelle Frédéric, vous êtes le directeur de la communication et du RSE dans le groupe Foncia. On se retrouve dans un mois pour un nouveau Rex, un nouveau retour d'expérience. C'était un vrai plaisir. On fait une courte pause si vous en êtes d'accord évidemment, puis on revient dans notre cercle RH et notre débat avec Yves Verrier, qui est le secrétaire confédéral général de Force ouvrière. Et puis on sera avec Bertrand Martineau pour parler d'emploi, de crise sanitaire, de crise économique. Qu'en disent les syndicats? Mais on va lui poser la question dans quelques instants. On se retrouve juste après. Le cercle RH, notre débat aujourd'hui, on va expertiser cette crise sanitaire, on va évidemment en parler avec mes invités, et puis la crise économique, elle est là, elle est amortie par la politique gouvernementale, les PGE, les fonds d'aide, le chômage partiel, et on en parle avec mes invités qui ont répondu à l'invitation de Smart Job. Yves Verrier, merci d'être avec nous, vous êtes le secrétaire général de la Confédération Générale du Travail FO. D'abord juste une question, parce qu'il y a plein de sujets dont on va parler ensemble. Vous êtes bien de la manifestation du 26 janvier annoncée ou vous n'y serez pas? Le 26 janvier, c'est l'éducation nationale, vous y serez? bien sûr. Vous y serez, on est d'accord. Sûr. Non, parce que j'avais un doute sur vous serez bien dans le cortège. Il y a le 26 janvier, il y a le 14 janvier, c'est le secteur du gaz, le 19 janvier, pardon, le secteur de l'électricité, qui est annoncé également à nouveau sur le projet Hercule d'ailleurs. Donc oui, je suis. Vous serez dans les cortèges. Nos fédérations. Alors, je serai ou pas dans tous les cortèges. Ou votre syndicat le sera. Voilà, FO est partie prenante, très mobilisée sur ces dossiers, oui. Bertrand Martineau, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, spécialiste du marché du travail, associé à l'Institut Montaigne, et vous êtes aujourd'hui directeur formation compétences chez CSI Saint-Honoré. Vous avez écrit beaucoup de livres sur le chômage, sur la manière dont on doit le traiter, le chômage, parce que le chômage, il a progressé. Il y a une politique économique engagée par le gouvernement, quoi qu'il en coûte. Ça, c'est le mot du président repris par Bruno Le Maire, qui nous parle, on va y revenir, d'un rebond possible au second semestre 2021, c'est ce qu'il évoque, avec une croissance de 6%. Un défi, dit-il, mais c'est jouable. D'abord, un petit mot, Yves Verrier, parce que c'est un sujet qui préoccupe les syndicats et c'est intéressant d'en parler avec vous. Le Conseil d'analyse économique, qui est le think tank qui est rattaché au Premier ministre, a remis un rapport mardi en disant, écoutez, ça se passe très mal, le dialogue social, on n'y arrive pas, on va nationaliser et l'État va reprendre en main cette question de l'assurance chômage et peut-être même refabriquer une sorte de matrice avec la Sécu. On est en train de changer le modèle parce que, disent-ils, c'est le CAE qui dit mais les syndicats n'ont pas joué le jeu. Ils ne parlent pas que des syndicats d'ailleurs salariaux. Quelle est votre réaction? C'est une position libérale et dogmatique parce que les syndicats n'ont pas joué le jeu. Je dirais plutôt que c'est le gouvernement qui, en l'occurrence, justement sur cette ligne, a joué un très mauvais jeu. Il a été obligé à 3 reprises de reporter l'application de sa réforme et de revenir aux dispositions qui venaient d'où ces dispositions? De la convention qui avait été négociée en 2017 entre les employeurs, les confédérations syndicales et qui aurait dû être en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2020. Et comme je l'ai expliqué, si le gouvernement n'avait pas interféré dans cette... Vous auriez réussi à trouver un accord.
on se serait mis autour de la table et alors on serait tombé sur la crise sanitaire inévitablement. Je pense que ce dont on aurait convenu, c'est ce qui est en train de se passer en réalité, c'est que nous aurions prorogé d'une année la convention existante sur l'année 2021, pour ne pas faire appliquer la réforme. Comment non, mais à l'époque, il n'y aurait pas eu de réforme. Enfin, le temps de voir comment on sortait de cette crise sanitaire et de discuter, de négocier la façon dont on aménagerait la future convention de l'assurance chômage dans le contexte qui serait à ce moment-là celui auquel on serait confronté. Pour ceux qui nous regardent, l'aménagement de la convention de l'assurance chômage, elle porte sur plusieurs critères. La durée d'indemnisation, les montants d'indemnisation, c'est des sujets centraux pour des personnes aujourd'hui qui vont se retrouver sans emploi, qui le sont déjà. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de réformer cette assurance chômage où on ne touche à rien, vu le contexte économique dans lequel on est aujourd'hui, où effectivement il y a un peu un sauve qui peut, il faut aider les entreprises, il faut aider les salariés, ou est-ce que c'est le moment, comme Bruno Le Maire l'évoquait, sur les retraites, sur d'autres sujets, le moment de réformer ? Non, je pense que ça peut être un moment pour réfléchir. Il faut toujours réfléchir. Réformer aujourd'hui, alors qu'on n'a aucune incertitude, on est dans l'incertitude totale, et en particulier, vous parliez du deuxième semestre. Je voudrais bien savoir quel est l'économiste compétent qui pourrait faire des prévisions pour le deuxième semestre. C'est le ministre de l'économie qui le dit. Oui, non, mais après, il s'est appuyé peut-être sur une note. C'est pas une prévision, c'est un projet, c'est un souhait, c'est du volontarisme, c'est ça. Et comme disait l'autre, là où il y a une volonté, il y a un chemin, etc. C'est ça, exactement. Enfin, c'est pas une prévision au sens économique du terme, bien entendu. Donc, en période d'incertitude exceptionnelle dans laquelle on est, on va peut-être pas s'amuser à faire du bricolage sur l'assurance chômage, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus urgent. En revanche, sur ce que dit le CAE, je suis un peu étonné parce qu'il aura peut-être échappé que l'assurance chômage, en fait, avait de fait été étatisée. Je rappelle que... c'est en cours. Enfin, c'est en cours. La réforme a été avortée pour les raisons que mais elle est enclenchée. Mais enfin, elle a été faite par ordonnance et par décret du gouvernement. Bon, donc, ce que propose le CAE, en fait, c'est de le pérenniser, de l'intégrer dans le budget de l'État probablement, de créer une branche, etc. Bon, je suis pas sûr que l'étatisation soit une méthode. Mais ça cache absolue, quoi, parce qu'il n'est pas sûr que l'État soit, dans ces domaines, toujours plus pertinent que les partenaires sociaux. Mais, c'est pour ça que je suis un petit peu nuancé quand même sur ce sujet, la vérité, c'est que ces 10 dernières années, les partenaires sociaux entre eux n'ont pas été capables de régler quelques-unes des défaillances manifestes du régime d'assurance chômage, en particulier la question de la récurrence au chômage et du traitement des contrats courts. Voilà, donc il fallait bien faire quelque chose. Alors l'État l'a peut-être fait maladroitement, plus juridiquement, il a fait des erreurs qui ont été censurées par le Conseil d'État. La période, de toute façon, n'était pas propice à la mise en place, mais enfin, on ne peut pas reprocher au gouvernement de ne pas avoir prévu la crise sanitaire. Et puis, donc, proposer l'étatisation, c'est assez amusant, puisque, en fait, de fait, elle a été... Elle a été par les ordonnances et les décrets. Juste d'un mot, parce que j'ai quand même la vaccination, et quand même, c'est un enjeu majeur pour les salariés, et ça, j'ai envie d'entendre la FO et vous. Ça cache quoi? L'idée du gouvernement, c'est de se dire quoi? On a énormément dépensé d'argent, il va falloir penser à peut-être quoi? Réduire les durées d'indemnisation, réduire les montants. Qu'est-ce que ça dit? Alors, ce n'est pas du tout, enfin, pour ce qui me concerne, c'est pas du tout un sujet comptable. Déjà, en période de crise, que l'assurance chômage soit fortement en déficit, c'est tout à fait normal. Logique. J'allais dire, c'est du bon déficit, entre guillemets. Bon. Donc c'est normal, il faut pas... Et d'ailleurs, il est en déficit pour deux raisons. D'abord, parce que les dépenses augmentent, mais aussi parce que les recettes s'effondrent. Et tout ça est parfaitement normal. Bon. En revanche, en période en régime de croisière, on va dire, il y a effectivement une réflexion à mener. Et le gouvernement y avait apporté une réponse qui me paraissait à peu près correcte, sur les contrats courts, donc c'est pas la question de réduire de manière générale les durée d'indemnisation, mais d'être plus équitable dans le traitement, effectivement, des contrats courts et s'assurer que, dans tous les cas de figure, il y a une incitation à la reprise en emploi et qu'on ne soit pas dans l'optimisation, parfois, pour certains chômeurs, entre les périodes on joue les deux. Et les périodes d'assurance chômage. Voilà, pendant 6 mois, je ne travaille pas, pendant 6 mois, je travaille, par exemple. Mais bien sûr. C'est ça l'idée, l'optimisation. Yves Verrier, c'est faux, ça. C'est faux? Ben oui. Non? Il n'y en a pas. Personne tire sur la corde. Le chômeur, le demandeur d'emploi qui est stigmatisé. Pas systématiquement. C'est pas ce que tous. vous venez de dire d'une certaine façon. Non, mais ce que je veux dire, c'est un système. Et ce dont fait les frais l'assurance chômage, c'est de l'incapacité. C'est vrai qu'on n'a pas réussi à négocier sur le bonus-malus. C'est ça. Avec pour objectif justement de traiter. Pousser à faire des contrats CDI. Mais le gouvernement ne fait pas mieux, puisque la disposition qu'il a imposée dans sa réforme, dans le décret qui vient de proroger
l'application des dispositions existantes, c'est-à-dire celles que nous avions négociées jusqu'au mois d'avril prochain, il se trouve que ce décret prévoit de supprimer par contre le bonus-malus que le gouvernement avait lui-même mis en place. Qui était une usine à gaz. Il n'est pas meilleur que nous, et c'est là, Oui, c'est vrai que c'était compliqué. C'est là la source du problème. C'est que les gouvernements, l'assurance chômage, elle n'a pas été faite dans son origine, sous un format solidaire où on gère entre les employeurs et les organisations syndicales la part de salaire qu'on consacre à la solidarité en matière d'assurance chômage. Donc, en termes de niveau de cotisation, de disposition d'allocation, de niveau d'allocation, etc. Ça revient lorsqu'on a une difficulté. Mais ça n'était pas fait pour gérer un chômage qui est aujourd'hui à presque 11. Si on prend voilà, donc, presque 11, on est à 19. La difficulté de l'assurance chômage, ça n'est pas le système qui est en cause. C'est un système économique qui ne réussit pas à résorber, à résoudre le problème du chômage structurel et d'une flexibilité et d'une crise très forte via la précarité ou les contrats courts ou les contrats précaires, dont un certain nombre, effectivement, d'acteurs, à un moment donné, s'y adaptent et en abusent d'une manière ou d'une autre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, et pourquoi l'étatisation ? C'est un système à l'anglo-saxonne. On transforme un système assurantiel en un système d'assistance publique. C'est ça que ça va devenir, comme le système de la santé. On passe d'un système bismarckien à un système Beveridge. C'est ça. Et c'est la conception des choses de ce gouvernement. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est la marque de la démission des gouvernements sur la politique économique, la capacité de peser sur les politiques économiques et qui, du coup, se rabattent sur la gestion des conséquences d'un système économique qu'ils ne savent plus ou ne pensent plus pouvoir piloter, et se rabattent donc sur la gestion des dispositions d'assistanat, de protection sociale qui étaient... Pour vous, c'est un changement de modèle par la négociation collective. Oui, c'est un changement de modèle auquel nous sommes opposés. Et auquel vous vous opposez, puisque vous en avez d'ailleurs fait un communiqué, et je pense que vous n'allez pas en rester à... Juste sur cette crise économique qu'on nous dit sans précédent depuis la crise de 29 ou depuis 1945, ça dépend de qui parle. Comment vous regardez la politique du gouvernement ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, avec ces reportages, avec ces émissions de télé qui ne nous parlent finalement que de la vaccination ou du Covid, on a le sentiment que les syndicats ont un peu disparu, je dirais, du débat médiatique, politique. Comment vous regardez aujourd'hui la politique du gouvernement, celle qui est menée par notamment Bruno Le Maire, puis celle qui est menée évidemment par Emmanuel Macron, du quoi qu'il en coûte ? Elle vous va ? Ce qui est frappant quand même, c'est que là où... ce gouvernement, ce président de la République lui-même d'ailleurs, avait une conception très faible de l'importance ou du rôle du dialogue social et des organisations syndicales en particulier. Là, on n'a jamais fait autant appel à nous que depuis le mois de mars. On a quasiment, au minimum, une réunion toutes les semaines avec l'un ou l'autre des ministres, le plus souvent avec la ministre du Travail Elisabeth Borne, aujourd'hui, mais avec le ministre de l'Économie. Pour parler de quoi ? Des sujets autour du télétravail, autour de tous les sujets qui ont été mis en place. Et on a défendu, soutenu les dispositifs exceptionnels qui ont été mis en place. Donc ça vous va ? L'activité partielle, non, la crise ne nous va pas. Non, pas la crise, leur politique. Que l'on ait mis en place de l'activité partielle de façon massive, que l'on ait pris des dispositions spécifiques adaptées à la question de la gestion des trésoreries d'entreprise, les prêts garantis par l'État, les reports d'échéance, etc., que l'on prenne des dispositions spécifiques sur les secteurs particuliers, on pense aux intermittents du spectacle, à la culture, aux cafés-restaurants, etc., qui souffrent beaucoup. C'était indispensable. Ce qui était indispensable, nous, de notre point de vue, c'est que l'on maintienne les compétences, les qualifications, les emplois. Et donc les emplois. Et que l'on ne fasse pas basculer immédiatement des centaines de milliers ou de millions de salariés. Pour le coup, c'était le risque immédiat. Donc cette politique interventionniste vous convient ? Il la fallait, elle était indispensable. Elle a d'ailleurs été conduite un peu partout à quelques bémols près, de la même façon dans les pays industrialisés. Donc il fallait faire cela. Ce qui nous manque, nous, c'est ce sur quoi nous avons souvent insisté, c'est qu'on en ait un regard beaucoup plus rigoureux sur les contreparties, et en particulier en termes de suppression d'emplois, de licenciements et de dispositifs. Pour l'instant, il n'y a aucune contrepartie, Yves Verrier. Pour l'instant, il n'y en a pas. C'est l'insuffisance. On a vu des entreprises, alors toutes ne se comportent pas comme ça, il ne faut pas non plus caricaturer les choses, mais on voit bien qu'il y a des entreprises qui ont perçu le moment, l'aubaine, l'accélération pour mettre en place des dispositions sur lesquelles on aurait dû être beaucoup plus strict, rigoureux. Je pense à Bridgestone, je pense quand Danone annonce
2000 publiquement. suppressions. Oui, mais pour rassurer les actionnaires quand même. Franchement, c'est inadmissible. Entreprise à mission. Entreprise à mission, qui est venu d'ailleurs en parler sur ce plateau. Bertrand Martineau, sur cette politique économique, qui est un peu un grand écart idéologique, parce que certains disent qu'effectivement c'était plutôt un gouvernement à vocation libérale qui est obligé d'intervenir aujourd'hui de manière radicale. Comment vous regardez cette politique et quelles sont ses conséquences? À vocation libérale, je n'ai pas beaucoup vu le niveau général des prélèvements obligatoires baisser. Ça n'a pas baissé. J'ai pas beaucoup vu la dépense publique baisser. Enfin, du libéralisme comme ça va. C'est du libéralisme très tempéré quand même. C'est ça, oui, c'est vrai que les cotisations n'ont pas baissé. C'est même pas une critique, c'est juste que voilà, c'est vrai. Les gens de libéraux, ce qui est d'ailleurs pas une insulte à mon avis, mais enfin bon, la liberté. Oui, c'est vrai que j'exagère un peu, vous voulez dire. Bon, enfin bref. Ouais. Et donc non, mais le gouvernement, comme a rappelé Yves, il fait peu ou prou à peu près ce que font les gouvernements comparables, quelle que soit leur orientation idéologique et autres. On peut regretter que tout ça soit absolument pas corrélé au niveau européen, qu'il n'y a aucune semblant de coordination économique au niveau européen. Mais ça, c'est encore... Y compris sanitaire, d'ailleurs. Et sanitaire. Oui, sanitaire. Mais enfin, sanitaire, l'Europe n'a pas de compétences particulières. Alors que dans le domaine économique, on aurait pu imaginer... Bon, allez, c'est comme ça. Et cette politique, finalement, uniforme... Donc, il fait ce qu'il faut en urgence. Quant au dialogue social, moi, ce que je remarque surtout, c'est qu'il est très actif, très dynamique, très riche et semble-t-il assez efficace au niveau des entreprises. Aussi bien en matière de télétravail, d'aménagement du temps de travail, d'APLD, activité partielle de longue durée ou d'activité partielle tout court, même en cas de difficulté d'accord de performance collective, de rupture conventionnelle collective. Donc, il y a énormément de choses qui se passent. Donc, en fait, les partenaires sociaux au niveau des entreprises se sont emparés, en fait, des possibilités qui sont maintenant assez souples et flexibles du Code du travail. Et ça, c'est une des rares bonnes nouvelles, finalement, de cette histoire. Ce qui permet d'envisager peut-être une sortie de crise un peu moins catastrophique que ce qu'on aurait pu imaginer il y a quelques années. C'est-à-dire peut-être faire de la flexibilité interne, que ce soit sur les rémunérations, les emplois. Là, pas le choix, la crise Covid l'oblige. Prévisionnelle, des emplois et des compétences, des choses comme ça, de la formation, enfin, essayer de limiter les dégâts, plutôt que de faire de la flexibilité externe, ce qui veut dire pudiquement des licenciements secs, des plans sociaux, etc. Donc il y aura des plans sociaux, c'est évident, il y en aura des centaines. Il est très probable qu'on n'atteigne pas des niveaux de plans sociaux aussi élevés que, par exemple, en 2009, où pourtant la récession avait été beaucoup plus faible. Je rappelle, en 2009, on avait eu 2200 plans sociaux quand même dans l'année. Bon, là, on va être à 500 ou 600. Ouais, presque 700. Voilà, moi, j'étais resté à 600, oui, ça progresse. En 2021, ça va sans doute exploser, mais il n'est pas sûr qu'on retrouve les niveaux. Les niveaux. Ça veut dire que la politique interventionniste, volontariste menée par le gouvernement, est un amortisseur. Alors, c'est un amortisseur. Le quoi qu'il en coûte, ça va coûter, mais pas tout de suite. Ça va coûter dans les années qui viennent. C'est ça. Et ça, c'est un sujet en soi. Mais surtout, l'économie, et en particulier le marché du travail, aussi bien à externe aux entreprises qu'à l'intérieur des entreprises, en fait, a des marges de flexibilité maintenant qui sont aussi appréciables. Alors, on n'est peut-être pas encore dans un modèle à l'allemande ou à la scandinave où les entreprises arrivent considérablement à limiter les pertes d'emploi en jouant sur la flexibilité interne, mais en tout cas, on a fait des progrès significatifs ces années. Ce n'est pas que ce gouvernement actuel, d'ailleurs, c'est un certain nombre de réformes progressives qui ont été faites ces dernières années, avec la loi El Khomri, avec les mesures Sarkozy également. Mais vous impliquez le fait que les syndicats s'adaptent aussi, c'est qu'eux aussi évoluent aux configurations de la crise. Sur le terrain, les syndicats font des choses absolument extraordinaires. Dans les entreprises. Mais bien sûr, avec une bonne dose de pragmatisme, avec alors des contreparties exigées qui ne sont pas toujours peut-être au niveau, mais ça après, c'est à chaque entreprise d'apprécier. Moi, je me garderais bien de porter des jugements sur une entreprise que je ne connais pas de l'intérieur pour dire ceci est juste, ceci n'est pas juste. Mais je n'en sais rien, si vous voulez. Bon, et donc, ce qui est assez remarquable, c'est cette rapidité dont ont fait preuve les partenaires sociaux dans les entreprises. Pour s'adapter. Voilà. Maintenant, au niveau interprofessionnel, bon, c'est très bien de voir les ministres, de faire tout ça est très bien, bien sûr. Il faut on n'a pas fait que ça. Hein. Voilà. Mais en fait, il ne passe pas son temps à voir que des ministres, c'est ça que vous dites. Ce qui se passe concrètement sur le terrain est vraiment intéressant. Voilà. Juste, Yves Verrier, il y a un lien assez fort, on l'entend, tous les ministres ont repris cette ancienne. Accélérons la vaccination, parce que c'est en accélérant la vaccination qu'on va lutter contre cette crise économique, parce que tout le monde pourra reprendre le travail, on sera vacciné. Question très simple, faites à la tête d'une organisation syndicale, on nous évoque, sans donner de date d'ailleurs, l'hypothèse que l'entreprise puisse aussi jouer le rôle du vaccinateur, qu'on puisse être à la fois un centre de vaccination et qu'on arrive à une autre idée, et celle-ci elle vous intéresse, c'est que l'entreprise exige du salarié qu'il ait un document comme quoi il est vacciné. Quelle est votre position sur ce sujet ? Et qu'est-ce que vous en dites, cette question-là ? Parce qu'elle arrive là. Les ministres n'ont pas de date, hein. Vous avez vu, aucun ne donne de date précise. Elle n'arrivera pas.
Ce que je voulais simplement dire, c'est que sur la vivacité du dialogue social, de la négociation collective dans les entreprises, c'est quand même pas nouveau non plus. Alors, c'est vrai qu'on s'adapte à la situation actuelle, l'année précédente, le bilan de la négociation collective, c'est quand même 40 000 accords d'entreprise qui sont signés. Et malgré le défaut d'implantation syndicale dans beaucoup d'entreprises de plus petite taille. Et je souligne au demeurant qu'on ne fait pas que voir les ministres. FO a bagarré pour qu'on négocie, qu'on convainque les employeurs de négocier sur télétravail et sur santé au travail. C'est un ANI non contraignant, Yves Verrier. C'est un accord national interprofessionnel sans contrainte. Mais la contrainte, c'est qu'il existe. D'accord. Là, on fait beaucoup de com. Il faut arrêter avec ça. Les employeurs, ils sont allés à reculons. Donc, ils ont dit non normatif, non prescriptif. Exact. Sauf que dès qu'on a signé, c'est le droit du contrat. Il est normatif pour ce qu'il contient de norme. Après, on peut discuter. Est-ce qu'on a mis le curseur suffisamment haut ? OK, on aurait préféré avoir mieux, je le reconnais, dans l'un et l'autre accord. Mais on a fait progresser les choses, on a stabilisé les choses. Et vous avez sorti un accord, c'est vrai. Deux sujets quand même dont tout le monde parle aujourd'hui, télétravail, dont on parlait peu avant la crise sanitaire, santé au travail, dont personne ne se préoccupait immédiatement. On a 2 accords nationaux interprofessionnels. C'est vrai. Dans le contexte actuel, moi, avec un MEDEF qui était très crispé. Exactement. Je pense que c'est un bon signal, même si, encore une fois, effectivement, on aurait pu espérer obtenir mieux. Vous voyez qu'on y revient à la santé au travail. Mouvement. La vaccination, est-ce qu'il faut, première chose, que l'entreprise devienne, lui aussi, c'est ce qu'ont dit les experts comptables il y a quelques jours dans un communiqué, il faut vraiment que les entreprises y aillent. Et puis, deuxième chose... C'est pas leur rôle. Non, c'est pas leur rôle. Il y a des entreprises, dans mon entreprise, on vaccine contre la grippe. On pourrait vacciner contre autre chose. Bien sûr, c'est pas totalement absurde. La question est de savoir si on veut mettre tous les moyens possibles et imaginables pour vacciner les personnes le plus vite possible. Et vite. Sachant que chaque semaine de perdu, c'est des milliards d'euros en moins pour l'économie. Et quand on dit des milliards d'euros en moins pour l'économie, il ne faut pas faire d'illusions. C'est des milliards d'euros en moins pour les ménages. Mais bien sûr. Les vrais gens. C'est pas, non, mais que l'on vaccine et que l'on fasse en sorte. Du pragmatisme, vous en aviez, on en parlait. Ça, on est d'accord. Oui. OK. Si on a suffisamment appelé à ce qu'on ait des moyens de protection quand il n'y en avait pas assez, que ce soit les masques, les tests. Alors donc pourquoi vous bloquez sur la vaccination ? Non, ce que je pense que ça relève d'une politique de santé publique. Quand vous dites dans votre entreprise on vaccine, c'est la médecine du travail. Donc effectivement que la médecine du travail, dans son rôle, d'ailleurs qui demande à être renforcée, c'est une des insuffisances à nos yeux aujourd'hui de ce que pourrait contenir la proposition de loi là, qui va suivre l'accord qu'on a signé. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est mettre en place les dispositions qui permettent effectivement de protéger au maximum, le plus rapidement, la population. Moi, je fais confiance. Mais ça c'est une généralité. Est-ce que l'entreprise française, à la haute autorité de santé, qui a homologué jusqu'à maintenant tous les médicaments, traitements, vaccins passés, qui homologue ceux qu'elle estime pouvoir être homologués, à partir de ce moment-là, ils sont validés, ils sont protecteur d'un risque de forme grave, à tout le moins, je pense que si on peut se protéger d'un risque de forme grave, il faut le faire. Non, mais ça, on est tous d'accord. On commence la campagne pour les plus de 75 ans dans quelques jours, demain, je crois, ou dans quelques jours. Et puis après, les Français iront se faire... C'était pas ma question. C'est est-ce que l'entreprise est un acteur aux côtés de mairies, de collectivités, pour mettre en branle? Et deuxième question, elle est fondamentale. Est-ce que vous vous battrez contre l'idée qu'un chef d'entreprise puisse exiger d'un de ses collaborateurs qu'il ait un document de vaccination? Bien sûr. Ça relève d'une disposition, d'une prescription d'ordre public, de santé publique. Soit le vaccin est obligatoire. C'est deux sujets. C'est deux sujets très différents. Démultiplier à l'infini les possibilités de se faire vacciner, que ce soit, comme pour la grippe d'ailleurs, que des infirmières puissent le faire, qu'on crée des vaccinodromes, qu'on a même évoqué que des vétérinaires pourraient... C'est évoqué, en effet. Moi, je veux bien, j'ai aucun problème. Voilà. Quand on voit le niveau de formation d'un vétérinaire en France, moi, j'ai confiance dans mon aucun problème, c'est ce qu'ils disent. Bref, donc on peut démultiplier à l'infini. Que ça se passe dans les entreprises, ce serait sans doute une très bonne idée. Alors il y a des problèmes logistiques, mais voilà. Donc ça, il faut faire feu de tout bois et démultiplier les choses. Donc ça peut être un espace. Vacciner 30 millions de personnes en quelques mois, vous pensez bien. Maintenant, la question de savoir si la vaccination doit être obligatoire. Alors pour travailler en entreprise, ça me paraît assez délirant. En revanche, la question va sans doute se poser dans les transports aériens, dans certains secteurs, bien sûr, très particuliers. Bon, je rappelle que quand vous avez des enfants, pour les mettre à la crèche ou à l'école, il faut qu'ils soient vaccinés. Et c'est d'ailleurs comme ça que nos ancêtres, c'est avec ces mesures que nos ancêtres ont vaincu la variole, la polio, enfin des maladies absolument abominables, à côté desquelles le Covid est presque une promenade de santé. Oui, mais je pense qu'on n'a rien à inventer. Tout existe
Oui, voilà. voilà. Mais enfin, la question de la vaccination obligatoire pourra peut-être se poser. C'est plus un problème de logistique, voilà. Oui, à court terme, oui. Et de discours un peu plus rassurant et confortant. Confiance. Donner la confiance. Non, mais c'est important parce que ces sujets-là vont arriver rapidement sur la table. Le gouvernement veut accélérer. C'est vrai que ça a patiné au départ et c'est vrai qu'il accélère. Vu le nombre de vaccinés aujourd'hui, exiger le vaccin dans l'entreprise, ça va pas redémarrer l'économie. On est à 138 000, je crois. Donc c'est vrai qu'ils annoncent un chiffre d'1 million. Tout ça La est un question peu... se posera dans quelques mois quand la question se posera de vacciner des personnes entre 25 millions. Hein, exactement. Et on n'est pas encore arrivé là, c'est 75 ans. Avant de nous quitter, Yves Verrier, il y a un débat sur la précarité. On a une politique très forte où l'État, le gouvernement déverse des milliards pour soutenir l'entreprise. Il y a un débat d'associations, d'ONG, d'Abbé Pierre qui disent attention, il ne faut pas oublier aussi les précaires, ceux qui n'ont plus de boulot, ceux qui ont été les premiers frappés. Qu'est-ce que vous proposez sur cette question ? Je pense qu'il y a diverses mesures qui ont été évoquées. Je pense par exemple aux jeunes, la question de l'accès au RSA, je pense que c'est parfaitement légitime. La revalorisation... Dès 18 ans Oui, la revalorisation de dispositions en termes d'assistance sociale. Évidemment, il y a la question, encore une fois, de politique économique créatrice d'emplois. Il y a les étudiants, il ne faut pas les oublier. J'ai un dossier très important que je porte depuis avant la crise d'ailleurs. C'est la reconsidération. Je parle de reconsidération parce que je pense que c'est le regard que porte la société qui fera qu'on positionnera sur l'échelle des valeurs en termes de rémunération, de qualification, etc., beaucoup mieux et qu'on les rendra attractifs. C'est tous les métiers de service à la personne et tous les métiers de ce qu'on a appelé la deuxième ligne. Je pense que j'ai même demandé à ce qu'on mette cette question au centre du plan de relance, qu'on appuie la relance de l'économie sur la revalorisation générale de ces métiers. Et ça va avec les salaires. Il faut les rendre attractifs, tous ces métiers, y compris qu'on revoie toutes les dispositions en matière d'externalisation, de sous-traitance. Il y a beaucoup de métiers de la deuxième ligne, le nettoyage de locaux, par exemple. Absolument. C'est des métiers qui sont tout en bas en termes de salaire, de conditions de travail, de courte durée de travail, la prévention sécurité, c'est la même chose, auquel on a fait appel massivement dans ce contexte. Plus que jamais. Donc voilà, je pense qu'on a le secteur du social et du médico-social sur lequel on bagarre en ce moment pour obtenir que ce qu'on a obtenu avec le Ségur de la santé s'applique à tous ces personnels et on ne va pas lâcher là-dessus. Sur la précarité, sur cette question importante, parce que je pensais aux étudiants qui sont en galère, qui n'ont plus de boulot et qui sont en grande difficulté. Il y a des précaires qui avaient des emplois saisonniers, par exemple les stations de ski qui ferment. Ça, ce sont des emplois. Qu'est-ce que devrait faire le gouvernement ? Il a déjà mis en place une allocation spécifique dans le cadre de l'assurance chômage pour justement traiter ce genre de cas. Il faut penser aussi, et là c'est très difficile, à tous les indépendants. Les freelances, les indépendants. Évidemment. Et alors, on arrive sur des choses qui sont assez terribles parce que ils perdent pas leur emploi, ils sont même pas chômeurs. Ils ont juste leur chiffre d'affaires, donc leur rémunération qui a baissé de 50%. Ils ne peuvent pas avoir le statut de chômeur. Voilà. Et donc, vous avez... Alors, et je passe aussi sur des gens, qui font du travail au noir et puis qui perdent leur travail au noir et qui n'ont droit à rien. Enfin, c'est aussi une réalité sociale, bien entendu. Donc, voilà. Donc, en gros, le cœur du salariat est efficacement protégé, on va dire ça comme ça, y compris les faibles revenus, enfin, les fameux insiders de Emmanuel Macron. Effectivement, ceux qui étaient déjà en difficulté et qui étaient en précarité basculent encore plus dans la précarité. C'est bien le procès qu'on fait au modèle de l'ubérisation. Merci à vous deux. On a un peu débordé, mais c'était beaucoup de sujets à évoquer avec vous aujourd'hui et vous reviendrez les prolonger parce qu'évidemment, le volontarisme de Bruno Le Maire va être examiné à l'aune de la réalité, ces fameux 6% de croissance que vous avez commenté, Bertrand Martineau. Merci d'être venu sur notre plateau économie spécialiste marché du travail. Merci Yves Verrier, secrétaire général de la Confédération Générale du Travail, FO, avec cette manif. Il y en a plein le 14, mais le 26 aussi pour l'éducation nationale. C'est bientôt fini. On va parler de fenêtres sur l'emploi. Alors on va quitter le dialogue social, on va s'intéresser à la tech, aux ingénieurs de la tech. Il y a aussi beaucoup de secteurs qui recrutent, notamment les métiers de la tech. Et on reçoit un cabinet de recrutement. Et c'est tout de suite, c'est dans Fenêtres sur l'emploi. Fenêtres sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi, avec un petit peu de retard. On parle avec Florian Grandvalet. Bonjour Florian. Bonjour. Du recrutement de profils en électronique. Florian, vous êtes cofondateur d'Easy Partner. Exactement. On peut vous définir comme un cabinet de recrutement. D'ailleurs, c'est écrit sur votre t-shirt. Exactement, je porte la marque. Alors effectivement, nous, on a une histoire un peu complète, puisqu'on existe depuis maintenant 8 ans. On est rentré sur le milieu de la tech autour du digital.
avec un constat qui était très simple, c'est qu'il y avait une tension très forte, il y avait énormément d'offres d'emploi et très peu d'ingénieurs. Et du coup, on s'est positionné là-dessus avec une forte différence, c'est qu'on a intégré dans notre propre société des ingénieurs, et ce sont beaucoup des ingénieurs qui recrutent des ingénieurs, et on a voulu se démarquer en étant de réels décodeurs de talent. Décodeur de talent, ça veut dire que seul un ingénieur, excusez-moi, moi qui ai fait une fac d'histoire, seul un ingénieur qui fait de la tech est capable de savoir si cette personne-là a le niveau pour... C'est ça l'idée. Alors, oui, c'est tellement technique. Fond, effectivement, le fond, c'est celui-ci, et ce constat et ce qu'on a mis en place nous a permis de dépasser les 1000 recrutements en quelques années. Et on a soit des ingénieurs, soit des passionnés de la tech, et on continue en interne de former nos collaborateurs pour qu'ils soient vraiment immergés dans cet écosystème-là. Et aujourd'hui, ça marche, puisque déjà, on s'éclate, et de deux, on a des résultats, et on accompagne surtout les entreprises à développer leurs produits, à développer leurs solutions, et je pense que c'est pour nous une réelle satisfaction. Au moment où on se parle, aujourd'hui, on a beaucoup parlé sur ce plateau de la digitalisation des entreprises, on l'a vu même chez les commerçants pendant la crise, mais aussi des entreprises qui se sont aperçues qu'elles n'étaient pas du tout au niveau. J'imagine qu'il y a une très forte demande aujourd'hui dans votre secteur. Oui, tout à fait. On a des carnets de commandes qui sont pleins. On passe notre quotidien à chercher des ingénieurs. On essaye de leur présenter les meilleurs projets du marché. Donc tout notre secret, c'est d'aller chercher les clients qui sont potentiellement intéressés de travailler avec des experts du recrutement comme EasyPartner. Et de deux, on s'est entouré du coup de collaborateurs qui sont ingénieurs et d'outils ultra performants qu'on a été chercher aux États-Unis, en Angleterre, etc. pour constamment essayer d'aller être au plus près. Ça bouge beaucoup ce secteur. Exactement. C'est un secteur qui évolue beaucoup, les technologies évoluent, donc il faut vraiment avoir des gens. Juste, je vous vois écouter avec beaucoup d'intérêt. Vous défendez, on parlait des précaires, on parlait de ces salariés du nettoyage. Puis il y a tout un monde d'ingénieurs informatiques, des gens qu'on chasse et qui gagnent très bien leur vie. C'est compliqué d'unifier un débat quand il y a des secteurs comme celui-là, très dynamiques et qui sont très bien rémunérés et qui sont très recherchés. Oui, évidemment, la problématique d'une personne qui fait du soin à domicile avec un statut précaire, un temps partiel au SMIC. n'a rien à voir avec l'ingénieur. Ingénieur, informaticien ou de la tech, comme vous le dites. Moi, c'est un secteur. Je connais un tout petit peu plus aujourd'hui. On n'a pas le même âge, hein. Mais par contre, voilà, j'ai une petite histoire. Moi, je suis ingénieur. Il se trouve que je suis ingénieur. Oui, c'est pour ça que je vous... Voilà. Et la météo est un secteur où l'informatique, depuis toujours, on a été des gros consommateurs. Alors, d'informatique lourde au départ et dans toutes ces déclinaisons aujourd'hui, notamment en termes d'utilisation. Vous avez vécu ça, finalement, l'évolution de l'informatique. Et ce que j'ai surtout vécu, c'est ces aléas. Je me rappelle qu'à l'époque, on formait à tour de bras des analystes, puis tout d'un coup, on n'avait plus besoin d'analystes. Et puis, revient le moment où on a besoin de nouveaux types de profils parce que les techniques évoluent. Elles évoluent d'autant plus rapidement aujourd'hui. On voit aujourd'hui ce qui est frappant, vous venez de le dire, mais avec le confinement, donc tout d'un coup, nous-mêmes à FO, on a 3 salles qui sont équipées en visioconférence. Même vous, il faut communiquer. En fait, quelques semaines, on s'est organisé pour cela. Et donc, vous avez fait appel à travailler comme ça, bien évidemment. Alors, c'est pas... non, c'est un monde qui change. C'est un monde qui change. Oui, et puis il y a des techniques qu'il faut utiliser. On est tous sur les réseaux sociaux. Alors, avec d'autres discussions et aléas sur d'autres aspects, mais on utilise, et c'est vrai que ça bouge d'autant plus vite en ce moment avec cette crise qui a tout à coup fait émerger des besoins nouveaux, qui va, je pense, moi, parce qu'on parlait tout à l'heure des dispositifs d'urgence, il y a des secteurs qui sont en très grande difficulté, dont je crains, moi, qu'on ne sorte pas, même si on sortait de la crise sanitaire, je pense à l'aérien, et des comportements d'entreprise, notamment sur le voyage d'affaires, les réunions dans le milieu européen ou international, je pense que ça va modifier les comportements. Évidemment. Aujourd'hui, il y a d'autres outils. Ça les a modifiés sur les comportements. Un dernier mot. Oui, tout à fait. Au niveau des process de recrutement, on les a fait largement évoluer avec des visios, avec des tests techniques à distance, etc. Donc on s'est aussi nous adapter à cette situation. Et donc ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a toujours surfé en gros sur des marchés à forte tension avec les métiers du digital. Donc digital, c'est quoi chez nous? C'est tout le monde, on va dire, des études, donc tout ce qui est monde de développement, chefferie de projet. On a lancé aussi des expertises sur les métiers de la data, puisque effectivement on est dans un écosystème qui est en pleine explosion sur ces marchés-là, et sur les métiers du cloud et de l'infrastructure. Et dernièrement, du coup, c'est aussi pour ça que je voulais vous présenter ce point. Et ça sera le dernier mot. Hein. Exactement. Ah oui, parce que là, vous tirez sur la corde, Florian. Ça passe vite. On a lancé les métiers de l'engineering, et donc là, on est entouré de produits, du coup, avec des systèmes embarqués, avec de l'électronique, de la microélectronique. Et donc, du coup, on s'est rendu compte effectivement que les développeurs
développement de ces produits allait plus vite que la formation de ces ingénieurs-là. Ouais. Donc dans ce cadre-là, il y a une tension très forte et les entreprises aujourd'hui dans ce secteur industriel ont des problématiques, comme dans les métiers du digital, à rechercher des talents. Merci. Et le partenaire est là pour les accompagner. Merci Florian, là vous avez tout dit. Je ne demanderai pas à Yves Verrier quel temps il fera demain, ce qui est une mauvaise blague évidemment, ingénieur météo, mais c'est intéressant d'avoir... Un peu gris. Ça va être un petit peu gris. Vous voyez comme quoi il n'a pas totalement perdu son désir de savoir quel temps il fera demain, Yves Verrier. Merci à Florian Grandvalet d'être venu. Merci Yves Verrier de nous avoir accompagnés jusqu'au bout, cofondateur d'Easy Partner, c'est écrit sur votre sweatshirt. Nous sommes très en retard. Je remercie Fanny Grismer, je remercie Kylian Soula, mais je n'en suis pas sûr à la réalisation. Puis je remercie toutes les équipes techniques qui m'aident à préparer l'émission. Je serai là demain en direct et évidemment, ne manquez pas le rendez-vous. Merci à vous, merci à votre fidélité. Bye bye, à demain. C'est intéressant, pardonnez-moi,